Bonsoir à tous, bienvenue à la conférence sur les maladies neuromusculaires et la vaccination contre le Covid-19. Avant de débuter cette conférence, quelques principes de fonctionnement de notre conférence. Comme vous avez pu le voir dans l'espace sur lequel vous nous avez retrouvés, vous pourrez poser toutes vos questions à nos intervenants dans le chat qui est mis à votre disposition. Sachez que toutes nos équipes sont mobilisées ce soir, médicales, scientifiques, affaires publiques, pour répondre à vos questions et aussi les porter dans la deuxième partie de cette conférence à nos intervenants. Cette conférence est enregistrée, donc vous pourrez la retrouver très prochainement sur le site de l'AFM Téléthon. Et vous verrez que dans cette rubrique spécialement dédiée à la vaccination contre le Covid-19, il y a aussi une foire aux questions où vous retrouverez toutes les questions que vous avez pu poser pendant cette conférence ainsi que leurs réponses dans les prochains jours. Mais sans plus tarder, je vous propose de passer la parole à notre présidente, Laurence Thiénot-Herman. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Géraldine de me donner la parole. Alors pour cette grande première, parce que c'est une première pour notre association d'organiser comme cela un temps de conférence et un temps d'échange avec vous, famille. Alors on sait que comme de tout problème en faire une opportunité, quelque part, s'il faut chercher des opportunités à la crise Covid, ça nous a permis d'être devenus, je pense, de vrais spécialistes du digital. Donc je sais que vous êtes des centaines d'ores et déjà, et ça va continuer de monter, à être connectés pour cette conférence. Je sais aussi que si on parle d'opportunités de crise, pour autant, il y a évidemment eu, et il y a tellement d'inconvénients à cela. Avec le conseil d'administration, et je sais qu'ils sont très nombreux en tant qu'administrateurs à être connectés ce soir, je les salue. Nous savons combien cette pandémie est vraiment pour vous, je dirais, une double peine pour vous, famille, parce que dans vos vies quotidiennes, pour pouvoir avoir affaire aux intervenants extérieurs ou pour sortir, vous êtes évidemment dans un contexte plus que compliqué, très compliqué pour la vie comme d'habitude, qui est bouleversée. Encore une fois, c'est une double peine. À cette double peine, on a vraiment voulu vous apporter durant toute cette année des solutions. On a voulu vous informer, et je pense que je ne vais pas refaire toute la liste des informations qu'on a pu partager avec vous. On vous a accompagné, nous avons des salariés professionnels et nous avons aussi, je dirais, presque des bénévoles professionnels de la mission aidée qui ont été à vos côtés pour vous accompagner dans les moments les plus difficiles et pour faire en sorte que vous ayez aussi des réponses à vos questions. Et les questions, elles étaient très, très nombreuses. Nous avons été pour cela très, très en lien avec les cliniciens de la filière Filnemuse et je salue aujourd'hui et je remercie aujourd'hui le professeur Charamatarian d'avoir accepté d'être aussi intervenant dans cette conférence et puis également le docteur Guilhem Solé et tous deux, et également avec le professeur Pascal Laforêt, pendant toute cette période difficile qui continue encore, malheureusement, on le sait trop bien. On sait qu'ils ont été très, très proches de nos directions et il y a eu un très, très gros travail qui a été réalisé pour être au plus proche de vous et pour vous apporter des réponses à vos questions. Alors, on sait aussi que pour reprendre un lien social, tenter de reprendre un lien social, la seule solution, c'est la vaccination, même si ce lien social, on le retrouvera seulement progressivement, et je pense que le professeur Alain Fischer nous en parlera. Et donc, cette vaccination, on a eu à la vivre notamment au sein de la résidence Yolaine de Quépert, puisque tous nos résidents, tous nos personnels ont été vaccinés il y a quelque temps de cela. Et puis, on sait que beaucoup d'entre vous, alors beaucoup, on va dire à peu près 40% d'entre vous, pour ceux qui ont répondu à l'étude que nous avions faite, sont déjà vaccinés et un certain nombre en attente pour une prochaine vaccination. Alors, c'était important pour nous de faire cette
de réaliser cette conférence et nous remercions vraiment 1000 fois le professeur Alain Fischer, qui est, comme vous le savez, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale anti-Covid, d'avoir accepté, parce que dès qu'on lui a posé la question, tout de suite, il a dit oui pour partager avec nous, évidemment, un certain nombre d'informations, notamment concernant la politique vaccinale. Vous savez que le professeur Alain Fischer, je dirais depuis un certain nombre de décennies, est proche de notre association. Oui, maintenant on peut parler de quelques décennies et on sait aussi que c'est le père d'un certain nombre de grandes avancées scientifiques, notamment dans le domaine de la thérapie génique. Et il y a quelques courtes années de cela, il était encore présent sur un plateau du Téléthon avec Armand, un des bébés bulles qui a pu bénéficier de ses premiers traitements innovants de thérapie génique. Et Alain Fischer est aussi au sein de la Fondation Maladies Rares. Il fut le premier directeur scientifique du GIS Maladies Rares et il est aussi un conseiller régulier de Généton et d'Hyposkésie. Donc, merci encore au professeur Alain Fischer d'avoir accepté de partager avec nous ces informations autour de la politique vaccinale et de répondre à vos questions. Je laisse maintenant la parole au professeur Alain Fischer. Merci Laurence, merci pour cette invitation. Donc, je suis évidemment tout à fait ravi de pouvoir échanger avec vous et je l'espère de répondre à vos attentes et aux questions que vous vous posez, que j'imagine très nombreuses sur un sujet qui est à la fois important et pas si simple, très évolutif. Donc peut-être en guise d'introduction, je voudrais dire que cette vaccination que nous attendons tous, et comme Laurence l'a dit à juste titre, qui est la façon de voir la lumière au fond du tunnel de cette pandémie, même si ce n'est pas strictement la seule mesure, mais c'est la plus importante, est une affaire qui, sur le plan scientifique, a été une course exceptionnelle au cours des 15 derniers mois maintenant, avec la possibilité, donc en moins d'une année, de voir des vaccins se développer, des vaccins efficaces, on va y revenir. Une procédure qui a été accélérée, mais pas escamotée, je voudrais le dire d'emblée, c'est-à-dire que malgré le fait que donc, tout a pu être fait en un an, en termes de conception, de design de vaccins, en termes de tests précliniques, en termes de tests cliniques, en termes de production, de contrôle de qualité, d'obtention d'autorisation, tout ce parcours que vous savez, que vous connaissez, qui est habituellement très long pour les vaccins, plusieurs années, a pu être mené pour plusieurs d'entre eux en un an, mais a été mené complètement, avec beaucoup de rigueur, et les agences réglementaires, pour nous, l'agence l'EMA, l'agence du médicament européen, a évalué de façon très très stricte ces vaccins avant de les mettre sur le marché. Donc c'est une notion qui est importante à rappeler. Donc il y a en gros 3 types de vaccins que je voudrais brièvement évoquer, qui sont aujourd'hui disponibles ou qui vont l'être bientôt en France et dans d'autres pays, bien évidemment. Le premier, chronologiquement, et aussi le premier par l'importance, ce sont les vaccins dits à ARN. Donc le principe de ces vaccins est d'intégrer dans de toutes petites gouttelettes de lipides, qui sont des nano-gouttelettes, vraiment la taille d'un virus, ça veut dire 100 nanomètres, contenant une molécule, enfin des molécules d'ARN qui codent pour la protéine la plus importante du virus en termes de réponse immunitaire, qui est la protéine qu'on appelle en anglais spike, qui est à la surface du virus, qui permet au virus de pénétrer dans les cellules, comme une clé qui ouvre la porte dans une serrure, et contre laquelle la réponse immune la plus importante, celle qui a la plus de chances d'être efficace pour se protéger contre le virus, se développe. Donc l'ARN codant pour cette protéine Spike est contenu dans ces petites gouttelettes de lipides et donc injecté par voie intramusculaire. De façon optimale, c'est 2 doses, théoriquement à 4 semaines. Je reviendrai sur l'espacement de doses, mais jusque-là, c'était injecté toutes les 4 semaines. Il y a 2 produits disponibles aujourd'hui, un développé par la société Pfizer à partir d'une petite boîte biotech allemande, BioNTech, et une développée par une boîte de biotech américaine qui s'appelle Moderna. Ces 2 vaccins ont des caractéristiques extrêmement proches, aussi bien en termes d'efficacité que de sécurité. Il se trouve qu'en France, nous disposons de quantités de doses beaucoup plus importantes du Pfizer que de Moderna, dans un rapport de 10 pour 1. Donc on a surtout l'expérience du Pfizer. Mais les 2, encore une fois, fonctionnent de façon tout à fait analogue. Leur efficacité est remarquable. Elle avait été démontrée dans les études cliniques dites de phase 3, c'est-à-dire comparant un groupe contrôle qui reçoit un vaccin placebo à des personnes qui ont reçu le vaccin effectif, et confirmée, ce qui est encore plus important, entre guillemets, en vie réelle,
notamment dans un premier temps en Israël, où une première étude comportant 600 000 personnes vaccinées comparées à 600 000 personnes non vaccinées, a démontré que ce vaccin, pour plus de 90% des personnes, protégeait contre l'infection, contre les infections graves, contre l'hospitalisation, contre les décès, et peut-être aussi contre les formes, certainement contre les formes dites asymptomatiques, c'est-à-dire on trouve du virus mais il n'y a pas de maladie, ce qui ouvre l'espoir que ce vaccin bloque aussi la transmission et donc réduise la contagiosité, ce qui est très très important. Les données concernant le vaccin Moderna sont du même type. Il faut savoir qu'il y a plus de 400 millions de personnes dans le monde qui ont reçu ces vaccins aujourd'hui, donc c'est évidemment tout à fait considérable, environ 7-8 millions de Français en première dose. Depuis très peu de temps, c'est-à-dire la semaine dernière, la société Pfizer a communiqué, enfin, on n'a pas encore vu les données scientifiques, mais il y a des chances que ça soit exact, que la durée de protection était au moins de 6 mois, donc ce qui est un premier résultat important vers la question de savoir quand il faudra faire des rappels et quand, à quel moment. Et aussi a montré que ce vaccin Pfizer était efficace de façon complète, sans perte, contre des variants. Vous savez que plusieurs variants du virus se sont développés, qui sont plus contagieux, éventuellement moins sensibles aux réponses immunitaires. Et il y a un variant qui est peu présent en France, mais un tout petit peu en Moselle en particulier, dit d'Afrique du Sud, parce qu'il est originaire d'Afrique du Sud, qui est un peu plus résistant à la réponse immunitaire, mais en fait, le vaccin Pfizer fonctionne très très bien chez les sujets, enfin prévient très très bien, chose correctement, l'infection par ce variant et est très efficace sur le variant dit britannique, qui est le variant qui représente plus de 80% des cas actuellement en France. Et voilà, donc ceci sont de très bonnes nouvelles. Ce vaccin est globalement très bien toléré. Il peut, comme le Moderna, de façon exceptionnelle, environ 1 fois sur 100 000, provoquer des chocs anaphylactiques, donc ce n'est pas tout à fait négligeable, parce que c'est grave un choc anaphylactique. Dans l'immense majorité des cas, on peut détecter les personnes à risque parce qu'elles ont des antécédents de choc anaphylactique du même type à l'égard d'autres médicaments. Il ne s'agit pas d'allergies classiques. Il faut savoir que les allergies classiques, type œdème de Quick, eczéma, asthme, ne sont absolument pas des contre-indications, excusez-moi, des contre-indications, j'ai bien dit, à la pratique de ces vaccins. C'est important de le rappeler. Et sinon, donc, ils sont bien tolérés. Il y a quelques accidents initiaux d'hypertension artérielle, de tachycardie, mais des choses assez habituelles dans le domaine de la vaccination. Certains ont invoqué l'idée que parce que c'est de l'ARN, il pourrait se recombiner à l'ADN des cellules et provoquer des problèmes. Non, ceci est complètement faux. Il faut être tout à fait rassuré là-dessus. Il y aura un 3e vaccin ARN disponible, mais pas avant le mois de juin. La société CureVac qui a des caractéristiques semblables. Donc, 2e famille de vaccins, ce sont des vaccins adénovirus. Donc, on utilise des vecteurs qui sont des adénovirus, bien connus du domaine de la thérapie génique, inactivés, donc ils ne peuvent pas se diviser. Je rappelle que les adénovirus sont des virus banaux qui provoquent des infections, des rhumes et des genres d'infections pas graves. Il y a au moins 3 adénovirus candidats vaccins. Il y en a un disponible actuellement en France, un qui va l'être dans les tout prochains jours. Donc, celui qui est disponible déjà depuis février, c'est le vaccin développé par l'Université d'Oxford et commercialisé par la société AstraZeneca, qui est dérivé d'un vecteur adénoviral de chimpanzé, donc que l'homme n'a jamais rencontré, donc on n'est pas pré-immunisé, et qui il a été modifié pour contenir le gène qui code pour la fameuse protéine Spike, c'est toujours la même idée. Le principe est d'injecter 2 fois le vaccin, et dans ce cas-là, l'intervalle entre les 2 doses pour être optimal est de 12 semaines. C'est très différent des vaccins ARN. Ces vaccins ont été démontrés efficaces dans les essais cliniques et en fait de façon plus convaincante encore en vie réelle, notamment en Grande-Bretagne où ce vaccin a été utilisé en premier dès début janvier. On a des données notamment de l'Écosse, mais aussi de certaines régions d'Angleterre qui montrent que ce vaccin protège contre les formes graves de la maladie, contre l'hospitalisation, aussi bien que les vaccins ARN, ce qui est une très bonne nouvelle, et y compris chez les personnes âgées, alors qu'initialement, dans les essais cliniques, on n'avait pas d'informations sur la vaccination des personnes âgées, expliquant qu'initialement, c'est une complication par rapport à l'évolution des choses, mais ce vaccin était réservé aux personnes âgées de moins de 65 ans. Donc, vaccin tout à fait efficace. Ce qu'on ne sait pas, par contre, contrairement au vaccin ARN, c'est s'il agit sur la transmission du virus. On n'a pas d'informations sur ce point. Mais je répète, l'efficacité est bonne et il est efficace également sur le variant britannique, donc c'est celui qui nous occupe en France,
on ne sait pas ce qu'il en est à l'égard du variant dit sud-africain. Le problème de ce vaccin se situe plus du côté de la tolérance. D'une part, ce n'est pas très grave, mais c'est casse-pied, parce qu'assez souvent, dans les 48 premières heures qui suivent la vaccination, notamment chez les sujets jeunes, il provoque un syndrome pseudo-grippal qui peut être assez fort, qui a gêné un certain nombre de personnes, donc il faut le savoir. Mais surtout, c'est plus embêtant, même si c'est très rare, on s'est aperçu dans les 15 jours, 21 derniers jours, que de façon exceptionnelle, il peut provoquer des accidents thromboemboliques, c'est-à-dire la formation de caillots dans des veines, les veines profondes, les veines du cerveau, des veines dans l'abdomen. Il y a 19 cas de ce type répertoriés en France pour un peu moins de 3 millions de personnes vaccinées. Donc c'est un peu moins d'un cas pour 100 000. Plutôt des gens jeunes, enfin la jeunesse, c'est moins de 60 ans, donc c'est une notion relative, mais enfin quand même c'est un risque plus important chez les jeunes, peut-être plutôt chez les femmes. Et c'est associé à la présence de certains auto-anticorps, donc ça semble être une réponse immunologique pathologique. Donc la conséquence de l'observation, c'est complications, même rares, mais comme elles peuvent être fatales dans quelques cas, environ un petit peu plus d'un tiers des cas, il a été décidé en France de restreindre l'utilisation de ce vaccin aux personnes âgées de plus de 55 ans, où là le bénéfice-risque reste extrêmement favorable et il n'y a pas d'hésitation à avoir à ces âges-là pour être vacciné avec l'AstraZeneca. Voilà, donc ça c'est une information importante, peut-être vous souhaiterez y revenir dans les questions. Donc il y a un deuxième vaccin du même type qui va être dans les tout prochains jours disponible en France, en petite quantité en avril, plus au mois de mai, qui est le vaccin de la société Johnson & Johnson, qui est fondé sur le même principe, mais c'est un adénovirus d'origine humaine et non pas du singe. La société pense qu'une seule dose, pour l'instant, propose une seule dose de vaccin. Je ne suis pas sûr qu'il ne faudra pas une seconde dose. On verra ce qu'il en est. Pour l'instant, ce vaccin sera ouvert par prudence également aux personnes âgées de plus de 55 ans, et on verra plus tard. Et dans la même famille, il y a le fameux vaccin Sputnik des Russes, où ils injectent 2 adénovirus différents codant pour à chaque fois la spike à 4 semaines d'intervalle, avec des résultats qui sont plutôt bons dans un essai clinique, mais un vaccin qui est produit en relativement petite quantité. Donc il n'y a pas énormément de monde qui a été vacciné à ce jour avec ce vaccin. Ce vaccin est en cours d'évaluation par l'Agence européenne du médicament. Alors, il y a une troisième famille de vaccins, dont un d'entre eux sera disponible dans le mois de juin en France, en petite quantité, qui est un principe de vaccin classique où une protéine du virus, en l'occurrence la spike, sera associée à un adjuvant lipidique et injecté à nouveau par voie intramusculaire, 2 injections. La société Novavax américaine donc produit un tel vaccin qui doit être disponible, encore une fois, en Europe en petite quantité d'ici 2 mois. Et la société Sanofi, française, devrait avoir un tel vaccin, on l'espère, au second semestre 2021. Les résultats préliminaires de cette approche, à travers les dosages d'anticorps des personnes vaccinées dans les essais cliniques, à travers les résultats cliniques des essais de phase 3, sont assez encourageants. Ça devrait être de bons vaccins, mais nous n'en disposons pas aujourd'hui. Donc voilà l'état des lieux des vaccins disponibles ou qui seront disponibles dans les semaines qui viennent. Donc comment s'est dessinée la stratégie de vaccination en France, d'ailleurs assez proche de celle qui s'est faite dans d'autres pays. C'est comme bien sûr il n'y a pas des doses pour tout le monde, même si cela va croissant et je vous donnerai les chiffres dans un instant, il a été décidé d'avoir une politique de protection des personnes les plus fragiles, en commençant par les plus fragiles et progressivement de se rapprocher des populations moins à risque, voire à risque très faible, lorsqu'on arrivera aux jeunes adultes en bonne santé dans 2 mois environ. Donc les critères qui définissent la vulnérabilité sont l'âge, parce qu'on sait que de très très loin, le facteur de risque de morbidité, donc d'hospitalisation par exemple, de pneumonie grave entre autres, et de mortalité, c'est l'âge. Les personnes âgées de 80 ans par exemple ont un risque de l'ordre de 8% de mourir à chaque fois qu'ils contractent le Covid. Et puis ensuite, ça décroît de façon non linéaire, c'est exponentielle avec l'âge. Et évidemment, certaines maladies, et évidemment vous êtes concernés au premier chef, sont des facteurs de risque importants, mais moins que l'âge. J'insiste sur le fait que l'âge est vraiment le facteur prédominant. Donc de ce fait, la vaccination fin décembre a d'abord été ouverte aux maisons de retraite dans les EHPAD, et aujourd'hui, plus de 95% des résidents d'EHPAD sont vaccinés, avec un bon résultat, puisque la mortalité des personnes d'EHPAD a chuté pratiquement de 90%, lié au Covid bien sûr. Donc ce qui est un résultat qui est satisfaisant.
Ensuite, à la mi-janvier, en même temps, pour des raisons évidentes, la vaccination a été ouverte aux professionnels de santé, d'abord les plus de 50 ans, maintenant, depuis quelques semaines, tous les professionnels de santé. Et pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, à peu près 2/3 des professionnels de santé ont reçu au moins une dose de vaccin, ce qui est bien, mais pas encore tout à fait suffisant. À la mi-janvier, la vaccination a été ouverte aux personnes âgées de plus de 75 ans, avec 65% aujourd'hui de personnes ayant reçu une première dose. Et puis, à un groupe de patients de l'ordre de 600 à 700 000 à ultra haut risque de formes sévères de Covid. Il y a toute une liste de maladies, mais qui comprend un certain nombre de maladies génétiques et pour ce qui concerne les maladies neuromusculaires avec situation d'insuffisance respiratoire. Donc je sais qu'un certain nombre des patients que vous connaissez bien ou qui sont vos proches ont pu être vaccinés ainsi. Ensuite, si on continue progressivement, on a ouvert la vaccination aux personnes de plus de 70 ans, puis plus récemment aux personnes âgées de plus de 50 ans avec comorbidité au sens plus large. Donc évidemment, cela concerne beaucoup plus de maladies que celles qui étaient impliquées dans la première liste de priorisation telle qui avait été mise en vigueur au 18 janvier. Et depuis aujourd'hui, je pense que vous le savez, la vaccination est ouverte à tous les sujets âgés de plus de 55 ans. Donc on progresse petit à petit vers évidemment l'idée de vacciner toute la population. Il y a pour moi des échéances importantes en termes de maladies. D'abord, il faut signaler qu'a priori, le 15 mai, la vaccination des plus de 50 ans sera ouverte, quel que soit l'âge. Et ce qui reste à placer, qui n'est pas encore fait, et un sujet qui m'occupe ces temps-ci, savoir à quel moment il va être possible de commencer la vaccination des gens âgés de 18 à 50 ans avec comorbidité. Et ceci, évidemment, ces personnes sont prioritaires sur la population générale et donc devraient pouvoir être vaccinées avant que l'on commence la vaccination de la population des bien portants de moins de 50 ans, qui est pour l'instant programmée vers la mi-juin, avec l'idée que tout l'été, on vaccine l'ensemble de cette population pour s'acheminer progressivement vers l'objectif d'avoir une immunité collective par la fameuse immunité de groupe, espérons-le, d'ici la fin de l'été. Mais c'est un sujet difficile, compte tenu du variant britannique qui est très contagieux et qui probablement va forcer à vacciner beaucoup de monde, et peut-être aussi les enfants. Je pense que vous aurez des questions par ailleurs sur ces questions. Juste pour vous donner quelques chiffres, hier, un peu moins de 11 millions de Français avaient reçu une première dose de vaccin et 3,7 millions leur seconde dose. Donc ça fait un total de un peu moins de 15 millions de doses administrées. En avril, il y aura environ 12 millions de doses de vaccins qui seront administrées, enfin qui sont en train d'être administrées. En mai, il y en aura 17 millions. En juin, juillet et août, de l'ordre de 25 millions. Donc ce qui devrait permettre effectivement d'arriver aux objectifs qui sont d'une part, premier objectif, début juin, c'est la vaccination de toutes les personnes fragiles, en tous les cas toutes celles qui l'auront bien voulu, et j'espère qu'elles seront en très grand nombre. Et cet été, la vaccination de la population adulte en bonne santé pour arriver à l'immunité collective et nous sortir des contraintes dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Je voudrais rappeler qu'il est nécessaire, malgré le fait qu'un certain nombre de personnes, notamment fragiles, soient vaccinées, aient été vaccinées, qu'il faut pour l'instant maintenir tous les gestes barrières en place, que ce soit les confinements d'une part, le port du masque, le lavage des mains, etc., pour deux raisons. La première, c'est que la circulation du virus dans le pays est aujourd'hui encore très élevée. Chacun le sait, et vous avez entendu les mesures qui ont été prises dans ce sens il y a quelques jours. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a encore des taux d'hospitalisation très élevés de personnes atteintes de Covid, et donc malheureusement de mortalité. Et la deuxième, c'est que le vaccin, c'est très bien, mais ce n'est pas parfait. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelques pourcents de personnes qui échappent, et donc il y a un risque résiduel, donc il faut faire attention. Il y a des circonstances où on peut se permettre d'être maintenant moins prudent, c'est par exemple quand un petit groupe de personnes toutes vaccinées se réunissent entre elles, là il n'y a pas de souci, et ceci est maintenant faisable. De la même façon que les personnes en EHPAD, dans tous les cas, dans les régions où le virus ne circule pas trop, peuvent commencer à aller voir leur famille. Mais sinon, il faut garder pour l'instant les gestes barrières, j'insiste là-dessus. Et donc, pour finir, je voudrais dire qu'à partir du 15 juin devrait commencer la phase de vaccination générale de la population, au bout de laquelle il faudra voir si la vaccination des enfants en bonne santé, la vaccination des enfants malades est évidemment un autre sujet, qui est indépendant de la vaccination des enfants en bonne santé, devra être mise en place. Je parle de la vaccination des enfants en bonne santé pour obtenir l'immunité de groupe.
En tout état de cause, que ce soit pour les enfants en bonne santé ou pour les enfants malades, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation d'utilisation chez l'enfant. Des essais cliniques chez les enfants sont en cours. Il y a eu un premier résultat d'une étude chez les adolescents avec le vaccin Pfizer qui montre qu'il est bien toléré et efficace, ce qui est évidemment ce qu'on attend. Dans les semaines qui viennent, on aura des résultats concernant les enfants plus jeunes, avec également le vaccin Moderna. Donc il est assez probable qu'au cours de l'été, les autorisations de mise sur le marché pour l'application, enfin les autorisations pour la vaccination des enfants, les doses restant à déterminer, seront données, et donc ce qui ouvrira la possibilité de vaccination des enfants. On verra dans quelle mesure. Voilà, je m'arrête là, et tout à l'heure, évidemment, je serai prêt à répondre à vos questions. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, monsieur professeur. Ah, excusez-moi, je m'entends. C'est bon. Professeur Fischer, merci, un grand merci. Nous allons passer la parole au professeur Sharam Attarian pour une présentation, cette fois-ci des recommandations concernant la filière neuromusculaire. Et ensuite, bien sûr, nous aurons un temps d'échange après l'intervention de Guillaume Solé et nous pourrons revenir sur toutes les informations qui nous ont été données concernant toute cette politique vaccinale et l'arrivée des vaccins. Il y a eu un grand nombre de questions pendant votre intervention, donc nous y revenons dans une vingtaine de minutes. Professeur Sharam Attarian, à vous. Merci Géraldine, merci Madame la Présidente, chère Laurence. Je suis ravi de cette invitation et je suis très heureux d'être sur ce plateau avec professeur Alain Fischer et Dr Guillaume Solé. La suivante, s'il te plaît. Donc, qu'est-ce que c'est la filière neuromusculaire? La filière neuromusculaire est dédiée à la prise en charge des maladies neuromusculaires rares. Il en existe 300 actuellement diagnostiquées et qui sont inclus dans la filière. Alors, à ce jour, on compte environ 50 000 personnes atteintes de pathologies neuromusculaires qui sont prises en charge dans les centres de référence et compétences de la filière. La suivante. Alors, quelle est la force de la filière? Comme vous pouvez voir, c'est l'ensemble de ces acteurs qui interviennent dans la prise en charge des maladies neuromusculaires en France, constitué des centres de référence et compétences en collaboration avec les associations et incluant les laboratoires de biologie diagnostique, de recherche et des partenaires institutionnels. Alors, comme vous pouvez voir, l'ensemble des centres sont répartis de manière très homogène sur le territoire. Et le rôle de filière est de promouvoir, prodiguer des soins de manière homogène à l'ensemble des patients sur le territoire et à donner accès aux centres experts. La suivante, s'il te plaît. Donc, pour les missions de la filière sont au nombre de 4. Améliorer le soin, améliorer la recherche, la formation de personnel soignant et l'information des patients et collaboration nationale et internationale. La filière est constituée des commissions qui ont pour mission lors de la labellisation ont établi 30 actions et toutes ces actions ont pour objectif d'améliorer ces 4 axes dont je vous ai décrits. La suivante, s'il te plaît, et vous pouvez voir ces informations sur le site de la filière que je considère très bien fait. Voilà. Voilà. Donc, nous avons affronté aux 30e action. Il n'était pas prévu. Donc, l'année dernière, nous avons été obligés de nous organiser pour se mobiliser, pour accompagner au mieux les patients et les soignants pour donner le meilleur soin possible aux patients. Alors, d'abord, nous avons rapidement établi une foire aux questions pour répondre à vos questions. Ensuite, nous avons mis en place des enquêtes pour pouvoir coordonner nos actions. Alors,
La première enquête dont je vais vous parler plus tard, c'est l'impact de Covid sur les patients neuromusculaires, mais également en association avec l'aide de la FM Téléthon. Nous avons mené plusieurs enquêtes dont certains qui sont en cours dans le groupe patients adultes ou enfants pour connaître l'impact de Covid-19 sur la vie quotidienne et la prise en charge des patients. Ensuite, rapidement, nous avons mis en place pendant la période de confinement des méthodes d'autorééducation, comme les patients étaient en rupture de kinésithérapie. Donc, pour les adultes, pour les enfants, des fiches, et nous avons constitué des vidéos pour que vous puissiez vous entraîner à la maison. Des réunions d'information, 6 webinaires jusqu'au ce jour-ci, avec pour les associations, pour le personnel de santé, pour information. Et puis, très rapidement, des groupes de travail ont été mis en place pour établir des recommandations. Donc, pendant la période de confinement, pour recommandations, comment confiner, quelles sont prises en charge des patients neuromusculaires aux urgences, et puis récemment, donc, pour les vaccinations. Ces actions ont mené à la publication de 4 articles dans les revues internationales qui sont très cités, et puis une action majeure, Guillaume Solé va vous en parler, sur l'étude de Vacnemus, qui est le suivi de la vaccination. La suivante. Alors, l'enquête que nous avons menée grâce à l'observatoire, cet observatoire qui recueillait, l'objectif était de monitorer le taux d'infection à la COVID-19 chez les patients atteints des pathologies neuromusculaires et déterminer l'effet de cette infection chez ces patients. La suivante. Donc, nous avons mis un questionnaire en ligne pour les médecins avec des données simples sur les pathologies préexistantes à la COVID, et puis les conséquences de Covid. Ces informations ont été recueillies de manière nationale. La suivante. Donc, vous connaissez cette carte. La majorité des patients infectés étaient dans la région Île-de-France et puis Grand Est. 99 patients au total ont été recensés en France pendant la première période de confinement. La suivante. Ces 99 patients étaient composés de 35 patients atteints de myasthénie, 32 patients qui avaient des neuropathies acquisogénétiques et 32 patients qui avaient des myopathies acquisogénétiques. Et en termes de sévérité, répartis de manière à peu près égale en 3 catégories: un tiers une atteinte discrète, un tiers une atteinte modérée, et puis un tiers une atteinte sévère. Alors, parmi les comorbidités qu'on avait relevées, 18 patients avaient une atteinte cardiaque, dysfonctionnement cardiaque, 26 patients avaient des traitements immunosuppresseurs ou immunomodulateurs, 11 patients étaient diabétiques, 13 patients étaient hypertendus, et 31 patients, un tiers des patients, avaient une atteinte respiratoire, et puis d'autres comorbidités qui étaient l'âge et l'obésité. La suivante. Alors, il faut regarder le camembert qui est en bas. Donc, la moitié des patients de ces 99 patients étaient à domicile. Donc, une forme qui était compatible avec le soin à domicile. En revanche, 25% étaient soignés dans les unités COVID. Donc, une forme qui nécessitait une hospitalisation, et 20%, plus de 20% des patients étaient en réanimation. Donc, même si 99% étaient des chiffres faibles pour population de malades neuromusculaires, 20% de ces patients ont fini en réanimation. Donc, une forme grave. La suivante. Alors, comme je disais, autour de 50%, le Covid n'a pas eu d'effet sur les pathologies neuromusculaires, mais autour de 40%, il y a été facteur d'aggravant, et 10% de ces patients qui étaient hospitalisés
donc la majorité, quasi-totalité en réanimation, ont décédé. Donc, peu de patients, en revanche, sévérité importante. La suivante. Donc, quelle était la conclusion quelles étaient les conclusions de cette étude? D'abord, un nombre faible de patients, heureusement, au contraire de nos attentes, ont été touchés par COVID-19 pendant la période de confinement. Donc, finalement, les patients se sont protégés. Alors, une partie, ça a été la force des recommandations, la diffusion d'informations par les associations, en particulier l'AFM Téléthon. Deuxième leçon, j'ose pas dire, mais en tout cas, nous avons vu les patients qui étaient traités par les immunosuppresseurs ou immunomodulateurs dans l'ensemble n'étaient pas plus graves que les autres patients atteints de Covid. En tout cas, l'effectif était faible, ne permettant pas d'avoir des conclusions définitives. D'autres spécialités en rhumatologie et médecine interne ont trouvé que le traitement immunosuppresseur ou immunomodulateur était un facteur aggravant, mais nous, on ne l'a pas trouvé dans cette étude. Finalement, Alain Fischer l'a dit, les facteurs aggravants majeurs étaient les facteurs qui étaient dans la population générale, le sexe masculin, l'âge, et puis surtout diabète et obésité. Le facteur spécifique que nous avons trouvé, c'était l'insuffisance respiratoire. C'est pour ça que pour les recommandations des vaccinations, les patients que nous avons considérés à très haut risque étaient les patients qui avaient surtout insuffisance respiratoire, en plus, enfin à part des facteurs de risque de la population générale. Alors, je vais finir avec ce diapo. Ça, c'est l'expérience du centre de référence de Marseille que je dirige. Nous avons la chance à Marseille de pouvoir vacciner nos patients. CHU Timone nous donne cette possibilité. Donc, nous avons identifié les patients à très haut risque et nous avons téléphoné, pour l'instant, nous avons convoqué 150 patients. Et parmi eux, alors, 65 patients, soit on les a vaccinés, soit avaient des rendez-vous pour se vacciner. 10% des patients, au jour d'aujourd'hui, refusent toujours la vaccination, même s'ils sont très à haut risque. En revanche, autour de 25% des patients sont indécis, ont besoin de plus d'informations. Et j'espère que ce webinaire permet à ces patients d'obtenir les informations qu'ils le souhaitent. Voilà. Merci. Merci beaucoup, professeur Attarian. Nous allons passer la parole au docteur Guilhem Solé pour voir un peu les retours des premières vaccinations concrètement pour les malades aujourd'hui de la filière Finemus. Donc, Guilhem, je te laisse la parole. Ouais. Bonjour Géraldine, bonjour à tous. Un grand merci de m'avoir invité à parler de tout cela. Et hop, je vous lance mes diapositives dès que Teams va bien marcher. Donc, je prends la parole après Charam. Je vais vous présenter certaines actions qu'on a menées au niveau de la filière et plus particulièrement une enquête qu'on a menée au printemps chez les patients qui ont une pathologie neuromusculaire particulière, qui est la myasthénie auto-immune, et on avait monté un registre au moment du premier confinement. C'était donc une étude nationale. Comme vous voyez, il y a de nombreux hôpitaux en France qui ont participé à cette étude-là. Et l'objectif était d'identifier quels étaient les facteurs de sévérité, qui étaient les facteurs de gravité qui étaient associés avec les formes graves de Covid-19. Donc la myasthénie, c'est une pathologie rare, comme vous le savez probablement. Il y a 34 patients qui, au premier semestre de l'année dernière, avaient présenté
un Covid. Comme vous pouvez le constater, on a stratifié la sévérité du Covid en fonction de l'endroit où étaient pris en charge les patients. Et vous voyez, un peu moins de la moitié des patients avaient pu être pris en charge à domicile, mais un tiers des patients ont quand même été hospitalisés dans un service de médecine. Et vous voyez, même 25%, un quart à peu près des patients qui avaient été hospitalisés en réanimation, donc beaucoup plus que la population générale, et vous voyez qu'on avait observé un taux de décès qui était très important, puisqu'on a observé un taux de décès de 15%. Alors la question qu'on s'est posée, c'était de savoir quels sont les facteurs de risque associés avec les formes les plus sévères. Et donc dans cette pathologie-là qui est spécifique, on voit que les formes les plus sévères sont associées avec le fait d'avoir une myasthénie qui était déséquilibrée au moment où les patients ont commencé leur Covid. Vous voyez, on avait organisé, donc soit les patients avaient une myasthénie oculaire, soit une myasthénie modérée, soit une myasthénie sévère. Je vais passer rapidement sur la façon dont on avait classé les choses. Et vous voyez qu'on les a classés, ces gens, en prise en charge à la maison, dans un service de médecine ou un service de réanimation. Vous voyez que la très grande majorité des patients avec des formes oculaires ont été pris en charge à domicile, alors que la très grande majorité des patients qui avaient des formes sévères de myasthénie ont été pris en charge dans un service de réanimation. Et donc, on a clairement noté que le facteur de risque principal d'être pris en charge en réanimation ou de décéder était d'avoir une myasthénie qui était déséquilibrée. Le deuxième facteur de risque que l'on a identifié, parce qu'on n'a pas réussi à montrer sur ce petit effectif que l'âge ou que l'obésité était associée à des formes graves, mais par contre, ce qu'on voyait aussi, c'est que l'utilisation d'un traitement, en particulier les traitements immunosuppresseurs, donc le Celcept, l'Immurel, ou ce type de médicaments, et l'association de ces traitements avec la cortisone était là aussi associée à des formes plus sévères. Vous voyez clairement que ceux qui n'ont pas de traitement de fond sont plus souvent pris en charge à domicile, alors que ceux qui ont une association de corticoïdes ou de corticoïdes immunosuppresseurs sont plus souvent pris en charge en réanimation. Donc les conclusions, pour passer rapidement sur cette étude, nous avions observé donc que 0,66% des patients myasthéniques ont eu un Covid-19 au printemps 2020, ce qui est inférieur à la population générale. Un taux de mortalité qui était de 15%, donc vraiment un taux de mortalité très élevé. Des facteurs de risque de Covid sévère qui étaient donc le fait d'avoir une myasthénie déséquilibrée et le fait d'être sous immunosuppresseur. Hop, si ça veut bien passer. Au tout début, on s'était posé la question de savoir si la corticothérapie pouvait avoir un effet protecteur, et on n'a pas du tout observé d'effet protecteur de la cortisone chez les patients qui avaient une myasthénie. Décidément, les diapos ne veulent pas passer. Et ce qu'on avait pu observer, vraiment que les patients jeunes, et donc les patients qui avaient le plus d'interactions sociales, avaient un facteur de risque multiplié par 2 d'attraper la Covid à ce moment-là. Donc l'étude continue. Si jamais vous avez eu une Covid-19, que vous avez une myasthénie, vous trouvez ici l'adresse email sur laquelle vous pouvez vous signaler. Actuellement, on a plus de 60 patients, et donc on va reprendre les analyses statistiques au mois de juin, puisque ce sera la date anniversaire de l'arrêt des premières statistiques. Donc on espère qu'avec le plus de patients, on puisse sortir des informations plus précises que celles qu'on a sorties pour l'instant, avec en particulier un des objectifs est d'étudier les différents immunosuppresseurs, savoir s'il y a des différences entre les différents immunosuppresseurs. Donc voilà pour la myasthénie. Je vais vous présenter maintenant la deuxième étude que l'on a en cours, qui est une étude pour laquelle on a pu bénéficier d'un financement par la filière Filnemus, et qui est menée en collaboration en particulier avec le service de pharmacovigilance du CHU de Bordeaux, et en réseau avec l'ensemble des services de pharmacovigilance de France, qui est l'observatoire VACNEMUS. Donc basé sur la vaccination chez les patients qui ont une maladie neuromusculaire. Donc le lien pour pouvoir y accéder, vous l'avez là, vous l'aurez sur toutes les diapos pour pouvoir le noter. Donc l'objectif de l'étude, c'est connaître la sécurité et l'efficacité des vaccins contre la Covid-19 chez les patients neuromusculaires, en créant un outil de suivi en ligne de tout cela. Alors c'est pour qui? C'est pour tous les patients neuromusculaires, qu'ils soient vaccinés, qu'ils ne soient pas vaccinés, ou que vous souhaitiez être vacciné ou ne pas souhaiter être vacciné. C'est important pour nous d'avoir à la fois les patients vaccinés et les patients non vaccinés.
Comment? En répondant à un questionnaire en ligne, je vais vous montrer très rapidement. Vous remplissez un premier questionnaire qui va être l'étude initiale, qui va nous donner les renseignements sur vous-même. Et après, vous recevrez par SMS, une fois par mois à peu près, une relance pour nous tenir informés si dans l'intervalle vous avez été vacciné ou si vous avez attrapé la Covid-19. L'objectif de tout cela est de bien connaître l'épidémie chez les patients neuromusculaires et surtout de connaître les effets des vaccins, leur efficacité en particulier. Alors, c'est quand? C'est opérationnel, puisque depuis le 11 mars, on peut se connecter. Donc, si vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur la page internet du CHU. Vous pouvez accéder directement au questionnaire. Je vous montre très rapidement le questionnaire. Il est assez simple. Donc, vous répondez aux critères. Là, vous rentrez vos informations personnelles. Vous nous dites quelle maladie vous présentez parmi une liste de maladies, depuis combien d'années. On va vous demander quelques questions sur les traitements, si vous avez déjà des allergies à des médicaments, quelle est votre taille, votre poids. Donc ça, si vous ne savez pas, c'est pas grave, vous nous donnez une estimation, en particulier pour les personnes qui ne peuvent pas être pesées ou mesurées facilement. On vous demande quelques questions sur vos facteurs de risque. Une question sur votre handicap. Donc je sais que l'échelle qu'on a utilisée n'est pas parfaite pour mesurer le handicap de chacun, mais on a des soucis pour être sûr d'utiliser des échelles qui sont validées à la fois pour les gens qui ont des myopathies, des gens qui ont des neuropathies, des gens qui ont des myasthénies. Donc on a utilisé la moins mauvaise. Et après, les dernières questions, c'est est-ce que vous avez été vacciné? Dans ce cas-là, vous nous dites quand, avec quel type de vaccin et si vous avez eu des effets secondaires. Et après, vous validez. Et donc, à partir de cette enquête-là, vous recevrez ensuite tous les mois une relance pour savoir si vous avez été vacciné ou pas. Alors, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Donc, c'est plus de 600 patients, puisqu'on a déjà 630 patients qui se sont inscrits à l'enquête. Donc, c'est les tout premiers résultats. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, on a beaucoup de patients avec des myasthénies ou des neuropathies, mais il ne tient qu'à vous pour que maintenant, on commence à avoir des patients avec des maladies musculaires, plus à proprement parler. Et c'était l'objectif de la réunion de ce soir, c'est de vous faire connaître cette enquête. Donc, je vous rappelle, le lien Internet pour s'inscrire est ici. Alors, sur les 584, on a fait des analyses vendredi dernier, les 584 personnes qu'il y avait à ce moment-là, on avait 40% de patients qui étaient non vaccinés, 60% de patients qui étaient d'ores et déjà vaccinés avec au moins une dose. Bon, la répartition des vaccins, comme attendu, le vaccin principalement utilisé, c'est le vaccin de Pfizer-BioNTech. Un petit 20% des patients avec de l'AstraZeneca et quelques pourcents de patients avec du Moderna, ce qui fait peu de patients avec le Moderna, donc je ne pourrais pas vous donner de choses très précises. Quels effets secondaires, puisqu'on peut commencer à avoir des informations là-dessus? Eh bien, pas beaucoup, voire pas du tout, puisque on a plus de la moitié des patients qui n'ont ressenti aucun effet secondaire. Donc aucun, ça veut dire même pas avoir mal au bras après l'injection du vaccin. Et 44% qui ont eu au moins un effet secondaire. Là, vous avez les répartitions des effets, avec ou sans effet secondaire en fonction des vaccins. Donc le Pfizer, vous voyez que donc moins de 40% des gens ont eu un effet secondaire, un peu plus avec l'AstraZeneca, mais comme je vais vous le montrer, en fait, si on regarde les effets secondaires de l'AstraZeneca chez les gens de plus de 55 ans, en fait, on n'en a pas plus qu'avec le Pfizer, puisque c'était essentiellement les gens jeunes qui avaient des effets secondaires des syndromes grippaux. Et donc maintenant que l'AstraZeneca n'est plus disponible pour les gens de moins de 55 ans, on n'aura plus du tout ça. Le Moderna n'a pas beaucoup de patients, donc je pense qu'on ne peut pas l'analyser avec précision pour l'instant. Le type d'effet secondaire qu'on a avec le Pfizer, vous voyez qu'on les a notés, les effets secondaires, selon une classification qui est 1, j'ai un effet secondaire, mais je n'ai aucune conséquence sur ma vie quotidienne. 2, j'ai un effet secondaire, mais j'ai pu mener mes activités de vie quotidienne, même si ça a été un petit peu plus difficile que d'habitude. 3, j'ai dû limiter mes activités. 4, je suis hospitalisé. Et donc, j'ai un effet secondaire grave. Vous voyez qu'aucune personne n'a eu d'effet secondaire grave avec le Pfizer. Et vous voyez que c'est essentiellement des effets secondaires de type 1 et 2, c'est-à-dire des gens qui ont pu mener une activité. L'effet secondaire le plus fréquent, c'est la douleur au point d'injection, donc quelque chose qui n'est pas grave, et ce qu'on observe assez fréquemment. Donc fréquemment, ça ne veut pas dire beaucoup, puisque c'est moins d'un tiers des gens qui le ressentent, une fatigue. Donc vous voyez qu'on a moins d'un tiers des gens qui ont des effets secondaires, et quand ils ont des effets secondaires, c'est des effets secondaires qui sont vraiment bénins. Là, je vous ai mis la répartition des effets secondaires chez les gens de plus de 55 ans qui ont eu l'AstraZeneca.
J'ai enlevé les gens de moins de 55 ans, puisque maintenant, les gens de moins de 55 ans n'y ont pas accès. Et vous voyez là aussi, on a moins de 25% des gens qui ont eu des effets secondaires. Et vous voyez là aussi, essentiellement de type 1 et 2, c'est-à-dire j'ai été un peu fatigué, mais j'ai pu continuer ma vie quotidienne. Ouais, pareil, il y a pas mal de maux de tête et quelques frissons, mais vous voyez des effets secondaires qui sont peu importants et des effets secondaires qui sont peu fréquents. Là aussi, c'est l'AstraZeneca. Donc pour le Moderna, je vous l'ai mis, mais on n'a que 24 personnes qui ont eu du Moderna, et donc du coup, je ne pense pas qu'on puisse dire statistiquement qu'on est sûr des résultats, mais on retrouve toujours des choses à peu près similaires. Donc, simplement, donc, le VacNemus, c'était pour vous en parler, pour que vous puissiez vous inscrire. Donc, je vous rappelle que le lien d'inscription, il est là. Les premières analyses, c'est 60% des patients sont vaccinés. Ce sont des vaccins qui sont bien supportés, avec aucun effet secondaire grave qui n'a été signalé. Et on travaille clairement avec le service de pharmacovigilance pour étudier tous les cas des effets secondaires, qui sont inhabituels en tout cas. Les perspectives, donc, il faut qu'on ait plus de patients pour pouvoir faire des analyses par pathologie, notamment des maladies musculaires. Comme je vous ai dit, on n'a pas encore beaucoup de patients avec des maladies musculaires. Donc, si vous voulez qu'on vous donne des informations pour votre pathologie à vous, il faut vous inscrire à ça pour faire des analyses en fonction de l'âge, en fonction des facteurs de risque et en fonction des traitements. Je ne l'ai pas marqué là. Chez les patients myasthéniques, on va en plus déterminer si la maladie s'aggrave ou s'aggrave pas après la vaccination. Pour l'instant, on n'a pas de signal qui nous l'indique. Je ne vous ai pas encore montré les résultats parce qu'on n'a pas encore assez de patients. Et avec les relances que vous recevrez tous les mois, cette étude, elle va pouvoir nous permettre de bien dire si les vaccins sont efficaces, y compris chez des gens, par exemple, sous immunosuppresseurs ou avec des maladies musculaires particulières. Donc vraiment, on a besoin de vous, on a besoin de votre aide pour participer à cette étude. Et c'est grâce à vous qu'on pourra vaincre cette maladie qu'est le Covid. Alors simplement pour vous dire qu'on peut lancer une course entre toutes les régions. Alors pour l'instant, la région Nouvelle-Aquitaine est largement en tête de la course. Et ça nous rappelle un petit peu l'époque où Aliénor d'Aquitaine était reine de France et où le duché d'Aquitaine couvrait un bon tiers de la France. Donc voilà. J'ai fini pour tout cela. Merci de votre attention. Merci beaucoup à Guilhem. Je propose de passer la parole à Christophe Duguet. Alors oui, bonjour. Alors de très nombreuses questions qui sont posées. Alors, parmi ces nombreuses questions, un certain nombre portent autour du vaccin AstraZeneca et surtout d'un certain nombre de personnes qui se sont déjà fait vacciner en première injection par l'AstraZeneca, qui ont de 50 à 55 ans et qui se posent la question de que va-t-il se passer pour la seconde dose et que faut-il faire? Donc c'est plutôt une question pour le professeur Fischer. Nous vous passons la parole, professeur. Oui, excusez-moi, j'ai raté la question là, je pense. Alors, Christophe, est-ce que tu veux reposer la question? Oui, désolé. Je repose cette question qui vient à plusieurs reprises de personnes qui se sont fait vacciner en première injection par le vaccin AstraZeneca, qui ont de 50 à 55 ans et qui se demandent bien ce qui va se passer pour la deuxième injection et ce qu'il faut qu'ils fassent pour avoir accès à la deuxième injection avec un autre vaccin. Alors pour les personnes âgées de moins de 55 ans et qui ont reçu un vaccin AstraZeneca en première dose, la consigne et la recommandation est que le second vaccin sera un vaccin ARN administré au même moment que ce qui était prévu, c'est-à-dire 12 semaines à peu près après la première injection. Et donc ceci doit être clair et dans le lieu de vaccination prévu, cela se passera ainsi. Et il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir, ni en termes de tolérance, ni en termes d'efficacité. Très bien. Est-ce que Sandrine ou Christophe, vous avez d'autres questions? Oui, professeur Fischer, on parle des vaccins intramusculaires, mais est-ce qu'il y aura d'autres types de vaccins, puisqu'il y a des pathologies sur lesquelles ce n'est pas possible? Est-ce que vous envisagez à l'avenir des vaccins avec une autre voie d'administration?
Non, il y a des recherches sur des vaccins par Fischer, oui. Pardon, il y a des recherches sur des vaccins par instillation nasale, mais il faut savoir d'une manière générale, il y a quelques exemples de vaccins pour d'autres maladies infectieuses où ça fonctionne un peu, notamment la grippe, mais c'est quand même plus difficile d'arriver à immuniser par instillation nasale, même si c'est plus physiologique d'une certaine façon par rapport au site de l'infection. Donc je ne sais pas quand ces vaccins seront disponibles. Je pense quand même que pour un bon moment encore, on devra fonctionner avec les vaccins actuels, même si je conçois que ça puisse poser quelques difficultés dans des cas particuliers. Guilhem Solé voulait préciser, apporter quelques précisions, je crois. Guilhem ? Juste très rapidement, c'était, je pense que ce qui inquiète certains patients, c'est les patients qui ont une grosse atteinte musculaire, puisqu'il y avait une inquiétude sur ça. Simplement pour vous informer qu'on est en train de faire une étude justement pour vérifier la production d'anticorps neutralisants chez des patients qui ont des atteintes musculaires sévères. Donc on pourra répondre quand même à cette question-là. On pourra répondre prochainement, dès que l'étude sera menée, à la question de savoir si les vaccins à ARN messager sont aussi efficaces que chez les patients qui ont des atteintes musculaires sévères. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a eu une proportion de patients avec des effets secondaires qui est similaire au reste de la population, donc ce qui pour nous veut dire qu'au moins ces patients-là ont probablement eu un effet de la vaccination. Donc on peut être quand même assez rassurant dans un premier temps, je pense, pour ces patients-là. Je pense que si on raisonne sur un plan théorique, si je peux me permettre d'ajouter un mot, ce qui est important de ce qui se passe dans le muscle, c'est pas le muscle néanmoins. Ce sont les cellules du système immunitaire qui y sont présentes, il n'y en a pas beaucoup, ou qui migrent dans le muscle, qui vont capter l'ARN et qui vont permettre la production de la protéine et ensuite l'immunisation. Donc même si le muscle est hypotrophié pour une raison, telle ou telle maladie, en principe la vaccination doit rester efficace, mais c'est bien de le vérifier bien sûr. Sandrine, docteur Sandrine Segovia-Cuny, est-ce que vous avez d'autres questions de la part du public ? Oui, tout à fait. Professeur Fischer, on parle effectivement qu'un pourcentage de la population doit être immunisé pour avoir l'immunité collective. Je voulais savoir à quel moment vous pensez que ce sera atteint, comment ça peut être atteint, puisque effectivement nos malades sont extrêmement fragiles. Oui, c'est une question qui intéresse évidemment tout le monde. On estime, ce sont forcément des estimations à ce stade, que pour arriver à vraiment quasiment complètement contrôler la circulation du virus, réduire un peu les hospitalisations et ainsi de suite, il faudrait que 80% de la population soit protégée. Alors, on sait que 20% des Français ont contracté le Covid, donc sont à peu près protégés. En gros, sont protégés quelques-uns un peu moins bien, mais c'est bien d'ailleurs qu'ils aient une vaccination qui leur permet d'avoir une très très bonne immunité. Donc ça veut dire qu'au minimum, il faut pouvoir vacciner 60% du reste de la population. Donc si on excluait les enfants, ça veut dire plutôt 75% du reste de la population. Donc la vaccination ouverte à tous les adultes, c'est programmé à peu près au 15 juin, plus ou moins quelque chose évidemment en fonction des aléas possibles, et devrait se tenir tout l'été. Donc je pense que, fin août, on verra d'une part combien de Français se seront fait vacciner, d'autre part où on en est du taux d'incidence résiduel, qui devrait avoir franchement diminué, donc dans quelle situation on peut se trouver à l'égard des possibilités de lever certaines mesures barrières et de prendre des décisions quant à l'éventuelle vaccination des enfants pour compléter l'immunité collective. Avez-vous d'autres questions? Oui, Christophe. Oui, alors peut-être, professeur Fischer, vous n'en serez d'ailleurs pas surpris, dans le hit parade des questions, je pense la question qui revient le plus souvent, au moins une quinzaine de personnes l'ont posée, même si c'est de façon très différente, concerne l'accès à la vaccination pour les aidants familiaux. Voilà, bonjour, ma fille de 8 ans a une maladie neuromusculaire, son père et moi sommes-nous éligibles à la vaccination? Les enfants le seront-ils? Pourquoi les aidants familiaux ne sont-ils pas prioritaires à la vaccination? Même ceux qui sont reconnus être aidants familiaux par la MDPH. Notre fille de 7 ans atteinte d'une maladie neuromusculaire ne pouvant être vaccinée du fait de son âge, nous, ses parents, ses aidants, souhaiterons être vaccinés au plus vite. Or, nous n'avons pas l'âge aujourd'hui. Quand est-ce que les aidants familiaux de moins de 50 ans sans comorbidité pourront accéder au vaccin? Je trouve vraiment problématique que les aidants familiaux non salariés ne puissent pas être vaccinés
alors que les aidants salariés peuvent l'être. Comment justifier cette différence? Voilà, il y en a encore de nombreuses derrière. Donc, la question, hein, on voit, vient beaucoup des aidants familiaux et de parents, notamment de parents d'enfants qui n'ont pas accès à la vaccination et qui comprennent mal pourquoi ils ne sont pas dans les populations prioritaires, alors même que, y compris ceux qui sont reconnus par la MDPH, sont finalement peu nombreux au niveau national. Alors, d'une part, il est bien que les aidants salariaux soient reconnus et soient vaccinés, si je peux me permettre pour commencer, même si c'est un travail qui n'est pas tout à fait terminé, parce qu'il y a encore quelques niches de personnes qui n'ont pas été vaccinées. La question de vacciner de façon prioritaire les personnes qui sont aidants familiaux reconnus par la MDPH se pose. La question de la vaccination des aidants familiaux en général ne peut pas se poser. Je suis obligé de dire malheureusement d'être négatif, parce que si on additionne toutes les situations qui sont extrêmement diverses, qui concernent des enfants, mais aussi des adultes handicapés pour toute cause, malheureusement, et c'est en soi un problème de notre société, c'est que le nombre d'aidants familiaux concernés, c'est plusieurs millions de personnes. Et donc, c'est juste pas possible à mettre en place en termes de priorité, y compris le respect de priorité, c'est malheureusement impossible. Donc, il reste la frange éventuelle des aidants familiaux reconnus par la MDPH. C'est un sujet qui est en discussion. En même temps, je comprends votre impatience et à votre place, je dirais sûrement la même chose. Il faut aussi un tout petit peu relativiser. Nous sommes aujourd'hui à la mi-avril, enfin presque à la mi-avril. Dans 2 mois, la vaccination sera complètement ouverte. Donc, au pire, il faut tenir 2 mois. Je suis sûr que vous ne serez absolument pas satisfait de cette réponse. Mais c'est pas non, la discussion n'est pas la même si la patience requise est de 2 mois ou si elle était de 6 mois ou de 1 an. Je pense qu'il faut ça. Je pense que tout le monde peut l'entendre. Cela dit, je répète que la discussion concernant les aidants familiaux reconnus par la MDPH reste ouverte. Ça fait partie des discussions. La difficulté, c'est que même si le nombre de doses de vaccins augmente, j'en ai parlé tout à l'heure, évidemment, ces personnes, dans l'absolu, sont tout à fait légitimes à être vaccinées. Mais par exemple, moi j'ai en tête aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est encore un peu lourd, il y a 3,9 millions de Français âgés de 18 à 50 ans qui sont à risque, soit parce qu'ils ont des retards intellectuels, des maladies psychiatriques, d'une obésité, enfin bref, je ne vais pas énumérer toutes les maladies, des maladies génétiques diverses d'ailleurs, qui pour l'instant ne sont pas prioritaires et qui sont à risque, des degrés de risque variables. Et je pense qu'on ne peut pas les oublier, mais vous voyez le nombre, 3,9 millions, c'est considérable. Donc arriver à placer ces personnes, on a une difficulté de faire en sorte de satisfaire toutes les personnes qui devraient pouvoir être vaccinées. On progresse, mais pas autant qu'on pourrait le souhaiter. Donc ensuite, il faut des arbitrages, et des arbitrages qui sont difficiles. Donc je suis désolé de ne pas être beaucoup plus positif. Je ne vais pas fermer complètement la porte, hein, comme vous l'avez entendu, mais c'est un arbitrage, d'ailleurs c'est plus à mon niveau, clairement, c'est un arbitrage qui est politique, mais avec beaucoup de demandes qui sont justifiées, il faut le dire, et pas un nombre de doses de vaccins encore suffisantes pour couvrir toutes ces demandes justifiées. Merci beaucoup. Sandrine, je crois que nous avons une question justement en parlant de public prioritaire pour la filière et pour le professeur Charamatarian. Oui, tout à fait. Il y a eu un travail considérable qui a été fait dans la filière maladies rares, dans les filières maladies rares sur les personnes ultra prioritaires. Mais comme vous l'avez dit, il y a d'autres personnes qui sont prioritaires. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une autre liste ou un élargissement de la liste des ultra prioritaires, compte tenu du fait qu'on ouvre aux plus de 55 ans sans comorbidité, qu'on va ouvrir, comme vous l'avez dit, aux plus de 50 ans le mois prochain, pour que ces personnes, par exemple un malade neuromusculaire, qui n'est pas dans les ultra prioritaires, mais qui a quand même, comme vous dites, qui a une maladie évolutive, puisse bénéficier dès à présent de la vaccination. Que pouvons-nous faire? Que pouvez-vous faire au sein de votre mission? Bon, d'abord, mon souhait, c'est que tout le monde soit vacciné, hein, prioritaire ou non prioritaire. Ça c'est clair. Après, donc, l'hiérarchie de vaccination, on nous a demandé d'établir des critères de priorisation pour des très hautes priorités, des patients très à haut risque pour la première vague de vaccination, en même temps que les sujets âgés. Donc,
finalement, quand on a regardé l'ensemble des filières, la liste que nous souhaitions, les patients ont été couverts. Que ce soit les patients qui sont traités, les patients qui avaient, donc je vous ai dit, hein, les risques d'insuffisance respiratoire, les risques d'insuffisance cardiaque. Finalement, ce groupe-là a été comment dire, couvert. Je précise également que donc les collaborateurs d'Alain Fischer sont venus vers les filières en posant la question pour les patients pédiatriques. Là, le groupe neuropédiatrique de Société française de neuropédiatrie n'a pas souhaité, étant donné les connaissances actuelles, enfin la disponibilité des informations, de vacciner les patients pédiatriques. Ensuite, dès qu'on nous donne la possibilité, on élargira comment dire, les critères. Ces enquêtes, tout ce qu'on mène Guilhem vient d'écrire, je vous ai montré plusieurs enquêtes, les enquêtes que on mène en collaboration avec vous, nous sert vraiment pour ça. Même les aidants, effectivement, on a reporté, enfin, Alain Fischer vient de répondre, on a demandé la vaccination, comment dire, on a souhaité la vaccination des aidants, voilà. Donc, il y a une hiérarchisation, une logique de vaccination à laquelle on obéit et on répond. Très bien, donc ce serait au professeur Fischer de décider d'une extension d'une population ultra prioritaire à une population prioritaire élargie, compte tenu finalement du changement que vous opérez dans la stratégie vaccinale nationale. Est-ce que ça va dans votre sens ou est-ce que… Voilà. Si je peux me permettre, je ne décide de rien, hein, juste pour préciser, je conseille. Alors, on est assez souvent suivi, mais pas toujours, malheureusement. Mais nous conseillons et nous essayons d'apporter les éclairages les scientifiques les plus objectifs possibles aux politiques, mais ce sont les politiques qui prennent les décisions. C'est juste pour que les choses soient claires. Je ne retire rien de mes responsabilités, mais quand même, dire les choses clairement. Mais aujourd'hui, par exemple, clairement, nous essayons de pousser au maximum ou plus vite la vaccination des personnes âgées de 18 à 50 ans avec comorbidité. Ce n'est pas quelque chose que nous avons obtenu, mais on pousse, et on continue de pousser. Merci à vous. Sandrine, je crois qu'il y a des questions sur la troisième dose et troisième injection. Oui, tout le monde a entendu que l'Union européenne commandait des doses pour une troisième injection. Quelle est finalement la cause de cette demande de nouveaux vaccins? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Parce qu'effectivement, on est en cours de vaccination, on commande de quoi vacciner pour une troisième dose. Est-ce que ça rentrera dans un calendrier vaccinal? Est-ce que ce sera… Voilà, est-ce que vous pourriez nous en dire plus? On est là dans le cadre de l'anticipation, évidemment, il ne s'agit pas d'une troisième dose pour l'instant, sauf situation exceptionnelle, enfin pas exceptionnelle, on va dire relativement rare de patients immunodéprimés comme les transplantés d'organes qui probablement ont besoin d'une troisième dose, mais c'est un autre sujet. Pour la population en général, la question d'un rappel, évidemment, va se poser. On ne peut absolument pas répondre à cette question aujourd'hui. On ne connaît pas encore la durée de protection. J'ai évoqué le fait, et c'est un début de bonne nouvelle, que le vaccin Pfizer restait efficace au bout de 6 mois, mais on ne sait pas, 9 mois, 1 an, etc. Il y a la problématique des variants qui doit être présent, et on l'espère, il n'y aura pas de nouveaux variants plus résistants au vaccin, mais on ne peut pas tout à fait exclure cette hypothèse. Donc en tous les cas, il vaut mieux anticiper et pas rester les bras croisés, d'où le fait que, d'une part, les industriels de leur côté préparent des vaccins, notamment fondés sur des séquences des variants, donc plus proches de nouveaux variants qui surviendraient, de variations qui surviendraient sur les variants, si je puis dire, de nouvelles modifications des virus. Donc ils préparent des vaccins de ce type, ils produisent des vaccins identiques à le vaccin actuel aussi pour l'automne et au-delà. Donc l'idée est qu'à l'automne et au-delà de l'automne, s'il y avait besoin, soit parce que la durée de protection n'était pas aussi longue qu'espéré, soit parce qu'émergeraient des virus
un peu différents de ceux qui sont infectants aujourd'hui, il faudrait prévoir ces rappels. Alors maintenant, il est impossible de faire des prédictions aujourd'hui. Est-ce qu'il faudra un rappel au bout d'1 an, 2 ans? On verra. Mais il vaut mieux anticiper. Donc effectivement, la communauté européenne, à qui on a assez reproché de ne pas avoir anticipé la vaccination en général dans le passé, essaye au maximum d'aller de l'avant pour préparer cette éventuelle étape qui sera, si on est extrêmement optimiste, imaginez qu'elle ne sera pas nécessaire, mais enfin, je pense qu'il est raisonnable de considérer qu'elle pourrait être nécessaire. Merci, professeur. Effectivement, il y a beaucoup de questions sur les durées de protection, pendant combien de temps et ces notions de rappel dans le public qui nous écoute ce soir. Nous avons aussi des questions sur les enfants. Christophe, je te passe la parole. Alors, sur les enfants, effectivement, plusieurs questions. Alors, vous en avez en partie répondu sur quand est-ce qu'on pourrait avoir envisagé l'accès pour les enfants, mais un certain nombre de questions portent aussi sur les grands ados, les 16-18 ans, et en disant cela, effectivement, dès maintenant, dans quelles conditions pourraient-ils avoir accès déjà à la vaccination pour ceux qui sont effectivement à fort risque? Alors là, ça rejoint, oui, tout à l'heure, je disais à partir de 18, on pourrait mettre 16, puisque à chaque fois, je me trompe entre le Pfizer et le Moderna, mais un des deux est autorisé au-delà de 16 ans. Donc ça rejoint la question précédente. Ensuite, donc pour les enfants d'une façon plus large, je pense qu'il y a deux discussions, surtout dans le contexte de ce soir. La vaccination des enfants malades et la vaccination des enfants bien portant à la recherche d'une immunité collective. Je pense que la vaccination des enfants malades, une fois que les autorisations de mise sur le marché auront été acquises, elle pourra commencer tout de suite. Nous, on avait fait un travail auquel le professeur Attarian avait fait allusion sur essayer de répertorier les enfants malades qui justifieraient d'une vaccination rapide. On a fait une estimation qui parfaite, mais vous pensez qu'il y avait environ 20 000 enfants qui pourraient justifier de façon prioritaire d'une vaccination. Donc ceux-là, peut-être un peu plus, on verra, que ce soit parce qu'ils ont des maladies génétiques ou un cancer, par exemple, pourraient être vaccinés dès que l'AMM aura été obtenue. Donc en ce qui concerne maintenant la vaccination de la population bien portante des enfants, donc les 12 millions d'enfants environ qu'il y a dans ce pays, donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est complètement dépendant de la situation telle qu'elle prévaudra en fin d'été, en termes de qu'est-ce qui reste comme circulation du virus, quel est le taux de couverture vaccinale de la population générale, et l'estimation qu'on pourra faire à ce moment-là de l'intérêt de vacciner les enfants, soit que les grands enfants, soit tous les enfants, pour faire chuter encore la circulation du virus, en sachant que il y a un prérequis absolu, c'est d'être assuré de la sécurité des vaccins. Mais bon, pas vraiment d'inquiétude, mais il faut que les données soient là. C'est assurer de leur efficacité chez les enfants. Là aussi, je n'ai pas d'inquiétude et on aura les résultats. Et ensuite, bien expliquer aux familles, parce que ce n'est pas complètement évident de mettre en avant une vaccination dont l'intérêt sera surtout collectif et peu individuel, puisque les enfants, comme vous le savez, bien portants, sont à risque extrêmement faible, pas tout à fait nul, mais extrêmement faible d'infection grave. Donc là, il y a une question de nature éthique sur le caractère altruiste, grande partie altruiste de cette vaccination, mais à mon avis, qui se justifierait dans les conditions que j'ai évoquées il y a un instant. Alors peut-être, puisqu'on parle d'enfants aussi, il y a plusieurs questions qui portent sur les questions de grossesse. Et donc, personne se posant la question, est-ce qu'il faut faire avant, est-ce qu'il faut faire après, ou est-ce que ça peut être pendant? Donc, est-ce que vous pouvez un peu éclairer cette question de vaccination et grossesse? Alors, les obstétriciens ont attiré l'attention, notre attention, et l'attention en général sur le fait que les femmes enceintes avaient des facteurs de risque qui ne sont pas gigantesques, mais objectivement qui existent, a fortiori les femmes enceintes qui ont des comorbidités, mais même les femmes enceintes sans comorbidité, si bien qu'aujourd'hui, la vaccination est recommandée aux femmes enceintes, en gros, au deuxième trimestre de la vaccination. Si une femme souhaite se vacciner et qu'elle entre dans les... Alors, il faut qu'elle soit aujourd'hui, compte tenu de... il y a peu de situations encore... elle est professionnelle de santé concernée, mais si une femme qui a un désir de grossesse souhaite être vaccinée avant, il n'y a aucun problème. La question se posera plus lorsque la population de 18-50 ans sera vaccinée globalement, parce que pour l'instant, encore une fois, ça ne concerne qu'un petit nombre de femmes, mais c'est possible, évidemment. Mais en tout état de cause, la vaccination est aujourd'hui recommandée pour les femmes enceintes. Sandrine, je crois que nous avons encore des questions. Je te passe la parole. Oui, merci. À destination du professeur Attarian et du docteur Guélem Solé, dans des centres, il y a énormément d'initiatives qui ont été mises en place sur la vaccination. Jérôme, tu en as parlé à Marseille. Est-ce que
vous pouvez tous les deux nous en dire plus? Et puis, est-ce qu'il y aurait, quel était le facteur limitant pour avoir encore plus de vaccination dans les centres? Les vaccins ou... Voilà. Alors, de manière nationale, effectivement, il y a eu des initiatives qui ont été prises, soit les hôpitaux ont demandé qu'on communique la liste des patients à très haut risque et les centres de vaccination de ces hôpitaux ont s'occupé de ces vaccinations. Guilhem donnera plus de précisions là-dessus, mais c'est le cas pour Nantes, Toulouse, Bordeaux. À Marseille, comme je vous disais, on a eu cette chance, les spécialités, les différentes spécialités comme les cancéros ou les spécialités qui ont des patients à très haut risque peuvent vacciner, sélectionner leurs patients et voilà. Quels sont les facteurs limitants? Sont d'abord le personnel dédié. Deuxièmement, c'est les créneaux. Pour chaque, vous imaginez le nombre de spécialités, enfin les patients concernés dans différentes pathologies. Nous avons eu cette chance d'avoir pour les maladies neuromusculaires. Peut-être que après, effectivement, il y avait la limite des doses. On ne pouvait pas avoir, par exemple, dans mon domaine, qu'une quinzaine de doses par semaine. Guilhem, est-ce que tu veux compléter? Oui, donc c'est vraiment une organisation qui est dépendante de chaque endroit. Tout simplement, il y a des systèmes qui ont été mis en place différemment. Nous, par exemple, à Bordeaux, c'est pas dans le service, mais on a fait passer au centre de vaccination du CHU, aux différents centres de vaccination du CHU, la liste des patients qu'on estimait prioritaires. Donc, ça a des avantages et des inconvénients par rapport à Marseille. Du coup, c'est pas nous qui contactons les patients, donc on peut moins avoir de choses à leur dire pour les motiver pour la vaccination. Ça, c'est l'inconvénient, et on a un peu moins de retours sur les proportions de patients vaccinés ou non vaccinés, contrairement à Charam. Par contre, le grand avantage, c'est qu'on n'a pas eu de problème de créneau, c'est-à-dire que tous les patients qu'on a signalés et qui souhaitaient être vaccinés ont pu être vaccinés. Donc c'est le gros avantage. La grande difficulté, c'est que c'est une organisation qu'on a pu mettre en place sur le CHU de Bordeaux. La Nouvelle-Aquitaine, ça a la même taille que l'Autriche. Donc c'est difficile pour nous d'arriver à organiser les mêmes choses pour tous les patients. On est obligé de travailler un petit peu avec chaque hôpital local pour essayer de voir si on peut trouver des créneaux pour les patients. La distance est quand même un élément important de limitation. Guilhem, je peux ajouter une initiative, d'ailleurs c'est toi qui l'as utilisé en premier, on va dire. Après on avait le système de débrouillage, c'est-à-dire des copains généralistes qu'on adressait les patients en ville pour voilà. Et puis on a collaboré ensemble avec l'AFM, avec vous, pour trouver Sandrine s'est beaucoup appliquée pour trouver des créneaux de vaccination pour les patients comment dire, sur les sites Doctolib, où on pouvait caser des patients. En effet, j'ai utilisé la technique des copains généralistes qui m'ont monté des centres de vaccination parallèles, entre guillemets, qui m'ont beaucoup aidé pour arriver à vacciner des patients. Peut-être une question là pour le professeur Fischer. Plusieurs personnes posent des questions autour de l'intérêt des sérologies post-vaccinales pour vérifier que le vaccin a bien marché. Alors, qui concerne aussi bien des personnes immunodéprimées, notamment d'un certain nombre de patients myasthéniques qui se posent la question, mais aussi d'autres malades, et y compris même un malade qui nous interroge sur le sens de la pratique que son médecin du travail lui réclame, c'est-à-dire d'avoir une sérologie post-vaccinale afin de pouvoir reprendre son travail. Donc, quel est vraiment l'intérêt de ces sérologies post-vaccinales? Nul. En gros, si je voulais répondre d'un mot, c'est nul. En gros, alors, je peux élaborer un tout petit peu, bien sûr. Alors, c'est poussé par ailleurs par certains fabricants de tests d'anticorps, évidemment, parce qu'ils y voient un intérêt commercial. Mais
si on a des anticorps positifs, c'est probablement qu'on est protégé. Si on n'a pas d'anticorps, c'est pas parce qu'on n'a pas d'anticorps qu'on n'est pas protégé. Il y a des sujets parfaitement bien portants dont on sait qu'on ne trouve pratiquement pas d'anticorps, ils sont quand même protégés, soit qu'ils ont quand même les cellules prêtes à produire les anticorps en cas d'infection, et ils ont l'immunité cellulaire. Donc, dans la pratique, hors d'études de recherche, c'est complètement différent si on veut analyser de façon fine les réponses immunitaires de sujets vaccinés, mais dans la pratique quotidienne, il n'y a pas de raison de faire ce type de test, et le médecin du travail qui le préconise ne peut se fonder sur aucune recommandation. Ça peut lui être transmis si nécessaire. Il ne faut pas le faire. Il ne faut vraiment pas le faire, sauf circonstances exceptionnelles, il ne faut pas le faire. Il me semble que certains kits sont incapables de les tester. Oui, par ailleurs, oui, vous avez raison. En plus, il y a le piège, c'est qu'il y a un kit à botte qui ne dose que les anticorps anti-N, nucléocapsides. Et évidemment, quelqu'un de vacciné qui n'a pas été infecté n'a pas d'anticorps anti-N. Ça, c'est un piège supplémentaire. Mais même si on utilise un kit qui reconnaît les anticorps anti-S, attendus après vaccination, anti-spike, ça, il ne faut pas le faire. Mais vous avez raison de souligner en plus ce piège qui se rajoute à tout cela. Juste pour information, si vous voulez le dire à votre médecin du travail, sur les recommandations qui sont sur le site de la filière Filmemus, c'est clairement écrit qu'il ne faut pas faire de sérologie post-vaccin. Donc si votre médecin du travail vous le réclame, il y a un papier écrit de la filière qui vous le dit. Sandrine, nous te repassons voilà. Oui, pour les malades neuromusculaires qui ont été en réanimation, quelles sont les conséquences qui sont maintenant vues à court, moyen terme et que pouvez-vous nous dire, professeur Attarian, docteur Solé? Alors, pour les données qui actuellement passent, le recueil des données comme à Diguilhem continue. Maintenant, on a une expérience sur autour de 220 patients. Pour ceux qui étaient en réanimation, d'abord, je vous ai dit, hein, le risque a été très important. Pour un certain nombre non négligeable, c'est surtout les séquelles. En fait, la récupération neuromusculaire a été, de manière surprenante, plutôt bien. Ce qui a posé de problème, ce sont les séquelles de Covid en soi, c'est-à-dire surtout les séquelles pulmonaires. Donc, plusieurs patients, ils ont récupéré leur déficit malgré des séjours très longs en réanimation, donc par la dénutrition, par manque de mobilité. En revanche, ils ont gardé des séquelles liées à l'atteinte pulmonaire, et ça, c'est c'est très gênant dans leur activité quotidienne. À ma connaissance, Guilhem, oui, moi je peux dire sur les patients myasthéniques, ce qu'on a clairement observé dans l'étude sur les myasthéniques, c'est que la myasthénie s'est aggravée finalement pas tant que ça après le Covid, moins que ce qu'on pouvait attendre, et qu'en tout cas les patients récupéraient plutôt bien après leur Covid, et que la séquelle principale, c'est ce que dit Sharam, c'est les problèmes de respiration, d'essoufflement, qui sont secondaires à l'atteinte du poumon en lui-même, mais la maladie myasthénie en elle-même, elle récupère plutôt bien. Merci à tous. Est-ce que Sandrine et Christophe, une dernière question avant de conclure cette conférence? Alors peut-être une dernière question, parce qu'il y a plusieurs questions qui sont posées, qui sont sur les inquiétudes et les inquiétudes de long terme. Et donc, certaines personnes posent la question, comment peut-on être sûr qu'il n'y aura pas de complications neurologiques sur le long terme? Y a-t-il de l'aluminium dans ces vaccins? Finalement, quels peuvent être les risques de long terme? Donc, on voit bien que ce sont des inquiétudes. Donc, par rapport à ces inquiétudes-là, qu'est-ce que vous pouvez, les uns ou les autres, nous dire? Sur les vaccins en général, d'abord, il se trouve qu'il n'y a pas d'aluminium dans aucun des vaccins, mais quand bien même, dans aucun des vaccins disponibles en France, il y en a dans un vaccin chinois. Quand bien même il y en aurait, je ne vais pas entrer dans la discussion sur l'aluminium, ça nous prendrait beaucoup de temps, mais
c'est pas une bonne discussion. En tous les cas, il n'y en a pas, donc on va régler le problème. Et d'une manière générale, quand on regarde la vaccination, évidemment, par définition, pour le Covid, on est forcément dans le court terme. Ça ne peut pas être autrement. Mais si on regarde les effets long terme des vaccinations d'une autre nature pour d'autres maladies virales, il n'y a pas les complications. Lorsqu'il y en a, heureusement, de façon exceptionnelle, elles surviennent dans les premiers jours ou les premières semaines qui suivent la vaccination. Donc je pense que on peut être raisonnablement rassuré sur le fait qu'on n'a pas à craindre d'effets à retarder la vaccination anti-Covid. Et tout ceci, par ailleurs, devront être mis en perspective sur quand même, il faut le rappeler, l'extraordinaire efficacité de ces vaccins qui vont bien au-delà des espérances que l'on pouvait avoir, par exemple, à l'automne dernier. Les vaccins anti-Covid sont parmi les plus efficaces qu'on connaisse. C'est juste remarquable de voir à quel point ils permettent de faire diminuer la maladie et la mortalité. Et donc, le bénéfice final, une fois qu'on aura réussi à vacciner un nombre suffisant de personnes, sera vraiment remarquable. De manière générale, en ce qui concerne l'aluminium et vaccination, c'est quelque chose qui a été dit et avancé il y a une quinzaine d'années. Maintenant, on a 15 ans de recul avec multiples études. L'aluminium n'est pas en cause, n'entraîne pas de pathologie auto-immune ou les différentes craintes qu'on a. Voilà. Pas du tout confirmé scientifiquement. Absolument, je confirme. Merci à vous. Cette conférence touche à sa fin. Avant de passer la parole et donner le mot de la fin à notre présidente, vous avez été nombreux à poser beaucoup de questions sur notre chat. Si vous avez laissé vos coordonnées, ne vous inquiétez pas, nous conservons ces coordonnées et nous reprendrons contact avec vous individuellement. Si vous n'avez pas laissé vos coordonnées et que vous avez encore des questions et que nos intervenants n'ont pas pu vous rassurer, vous apporter toutes les réponses à vos questions, vous avez plusieurs possibilités. D'une part, contacter votre service régional de l'AFM Téléthon. Je vous rappelle aussi que vous pouvez appeler la ligne accueil famille qui 24 heures sur 24 répond à vos questions et vous donnera le bon interlocuteur au 0800 35 36 37 0800 35 36 37. Mais vous pouvez aussi nous envoyer un mail que vous retrouverez sur notre site dès demain à vaccinationcovid@afm-téléthon.fr. Nous vous redonnerons toutes ces informations sur notre site. Et je donne la parole à notre présidente, Laurence Thiénot-Herman. Merci à vous. Merci Géraldine. On se demande d'ailleurs pourquoi la ligne accueil famille se termine par 36-37. Je pense que beaucoup le savent et ont retenu le numéro. Alors merci mille fois d'abord aux organisateurs et qui avaient un gros stress pour l'organisation de cette conférence. Merci beaucoup au professeur Charamatarian. Et au docteur Guilhem Solé d'avoir participé. Je dirais à travers eux, je voudrais vraiment remercier aussi tous les cliniciens de la filière Filnemuse, parce qu'on sait qu'ils sont disponibles autant que faire se peut pour répondre aux nombreuses questions des familles dans cette période particulièrement difficile. On espère aussi avoir pour tous ces indécis, tout à l'heure le professeur Charamatarian parlait d'à peu près un quart d'indécis pour se faire vacciner ou pas. Donc, on espère que cette visio aura permis aux indécis de vaincre leurs questions, leurs appréhensions et donc de leur faire le choix, de leur donner la possibilité et de faire le choix surtout de la vaccination. Merci mille fois au professeur Alain Fischer. On sait combien votre agenda est chargé. On sait combien aussi vous êtes toujours au service de l'intérêt général. Je me permets de le souligner. Et d'avoir accepté ce dialogue avec les familles. Vraiment, merci du fond du cœur. Et puis, je voudrais pour les familles qui étaient très, très nombreuses connectées, on n'en a pas perdu tant que ça pendant les 1h30 de visio. Je voudrais leur passer un certain nombre de messages. D'abord, je pense que certaines d'entre elles sont évidemment en contact avec nos services régionaux ou nos bénévoles de la mission aidée. Donc, je les encourage surtout à être très, très régulièrement avec elles et avec nos professionnels.
Nous avons aussi d'autres familles sans doute qui peut-être témoignent au moment du Téléthon, qui sont des ambassadeurs, et vous savez que le combat du Téléthon, c'est le combat des familles, donc c'est important de pouvoir avoir ces témoignages. Mais je voudrais aussi lancer un petit message aux familles qui peut-être sont pour certaines d'entre elles un peu plus éloignées de notre association. Et donc, je voudrais vraiment vous rappeler combien l'AFM est une association de malades et de parents de malades. C'est important, ce combat des familles, vous l'incarnez. Et donc, si vous êtes un peu plus éloigné de l'association, on a besoin de vous, on a besoin de familles engagées, militantes, qui ont quelque part cette capacité d'indignation qui a permis à notre association de faire des grandes avancées, de faire avancer la législation, de faire avancer évidemment tous les domaines scientifiques, thérapeutiques, sociaux, médicaux. Donc, on a besoin de votre mobilisation à nos côtés et c'est seulement par le militantisme, par le combat collectif que nous permettrons des grandes avancées et que nous continuerons à faire ces avancées indispensables au bénéfice des malades et des familles parce que ce sont les malades et les familles qui sont le moteur de notre association. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci aux organisateurs et merci aux intervenants vraiment de vous être rendus disponibles pendant ce temps. Et encore une fois, bonne fin de journée. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous.